Bonjour, nous sommes le vendredi 22 novembre, dernier journal de la rédaction pour cette semaine. Le tour de l'actualité locale en 26 minutes. Voici les titres. Le projet carré privé Ouest abandonné. Il devait relancer SkyWest à Montigny-le-Bretonneux. Le centre commercial se cherche donc un nouvel avenir. Il va falloir tout revoir. Début de la 29e campagne d'hiver des restos ce lundi. 130 millions de repas distribués l'an dernier à travers la France. Nous verrons comment se prépare l'association alors que la pauvreté progresse. Alain Serre, fondateur des éditions Rue du Monde à Voisins-le-Bretonneux, Zahu illustrateur. Ce sont les invités du jour. Ils nous parleront des nouveautés de leur catalogue et du Salon du livre et de la jeunesse de Montreuil qui s'ouvre le 27 novembre. Auparavant, à l'image du jour, c'est à la station d'épuration Carré de Réunion, basée sur la plaine de Versailles. Elle fait peau neuve. Le syndicat mixte d'assainissement de la région ouest de Versailles a lancé un grand chantier de rénovation, d'agrandissement. À terme, la station pourrait traiter les eaux usées de tous les habitants de la plaine, soit près de 350 000 personnes. Ce chantier n'est pas évident. Sa proximité avec le château de Versailles a obligé les constructeurs et les architectes à se fondre dans le paysage, faute d'avoir les autorisations de construire. Il fallait disparaître dans le terrain, c'est ce que nous avons fait. Les toitures des bâtiments qui sont en train de se mettre en place à l'heure actuelle ne dépassent pas le niveau des voiries qui desservent cette station. Donc la station est complètement enterrée. Les toitures qui sont en train de se construire et de se poser sur le premier bâtiment devant lequel nous sommes sont des toitures végétalisées. Donc cette station sera complètement bien intégrée au site et ne défigurera en aucune façon le côté, disons, un peu prestigieux dans lequel nous sommes installés. La 29e campagne des Restos du Cœur qui va donc s'ouvrir lundi avec plus que jamais la volonté de donner à chacun un coup de pouce pour passer l'hiver. Nous sommes en ligne avec le responsable communication des Restos du Cœur, Henri Fall. Bonjour à vous. Merci d'être en ligne. Vous êtes en train de réaliser les derniers préparatifs de cette campagne d'hiver. Est-ce que vous vous attendez à une campagne difficile aujourd'hui ? Effectivement, c'est le branle-bas de ça. Alors apparemment, excusez-nous Henri Fall, on a une difficulté de communication, de liaison avec vous. On va réessayer au cours de ce journal de pouvoir discuter, échanger avec vous alors que va s'ouvrir cette nouvelle campagne des Restos du Cœur. On va pour l'instant continuer ce journal en parlant économie. Carré privé Ouest, je vous le disais en titre, c'est terminé avant même d'avoir commencé. Les promoteurs Codic et Amerson promettaient de relooker l'espace commercial SkyWest à Montigny-le-Bretonneux, surtout de lui donner un nouveau départ, le transformant en lieu de shopping dédié aux marques de luxe. Seulement le pari est raté. Les explications. Carré privé Ouest à Montigny, c'est terminé. Il n'y aura pas de boutique de luxe à prix cassé. En des termes plus polissés, les deux investisseurs, Codic et Amerson, évoquent dans un communiqué un projet ajourné en raison de deux recours. Sans en dire plus, le maire, lui, se montre plus prolixe. Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que il y avait une clause de non-concurrence entre entre le centre qui existe aujourd'hui sur l'Est parisien à côté de Disney, et donc il y avait une clause de non-concurrence dans un rayon de 100 km. Et cette clause, au départ, les investisseurs se faisaient fort de la faire sauter. Aujourd'hui, ils n'y sont pas arrivés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu aussi des recours contre ce projet. Alors c'est vrai que ça retarde aussi les éléments. Les investisseurs évoquent aussi la volonté de donner une nouvelle orientation au centre commercial SkyWest. Ils réaffirment toujours vouloir créer un pôle commercial régional fort grâce à une meilleure intégration des centres Espace Saint-Quentin et SkyWest. Il va falloir aussi que l'on travaille entre les liaisons entre les deux centres, puisque les deux centres devront faire plus qu'un dans le projet tel qu'il est prévu par les investisseurs. Pour le moment, nous sommes dans des esquisses, et puis vous savez très bien, c'est un projet qui est privé. Certes, les liaisons se feront par les passages publics, mais moi j'ai toute confiance dans ces investisseurs. Vous savez, racheter un centre comme SkyWest, ce n'est pas donné, et aujourd'hui ça ne court pas les rues. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on est quand même dans une situation géographique intéressante. En termes de géographie, justement, à quelques kilomètres de Montigny, il y a les Clés-sous-Bois et un projet similaire d'outlet de luxe qui va, lui, bien voir le jour. One Nation Paris ouvre le 4 décembre avec 80 boutiques. Et pour eux, l'abandon du projet de Montigny, ce n'est pas une surprise. Ça fait déjà quelques temps qu'on voit bien sur le terrain, nos commercialisateurs se rendent compte sur le terrain
que le projet de SkyWest, reconversion de SkyWest en outlet luxe n'est plus à l'ordre du jour. Nous sommes partis en premier. Après, on a bien compris la volonté d'Amerson et de Codic de tenter de redonner souffle à SkyWest qui effectivement éprouvé quelques difficultés. En même temps, il y a des fondamentaux dans la outlet de luxe en termes d'environnement, en termes d'indépendance par rapport au mass market, aux hypermarchés, etc., qui n'étaient pas présents tout simplement à SkyWest. Pour SkyWest, c'est encore un coup dur. Aux prémices du centre, en 2003, son orientation était tournée vers les loisirs. Il devait s'appeler la Fiesta. Quelques mois plus tard, changement de cap. La Fiesta devient SkyWest avec toutes les difficultés que l'on connaît pour exister. En 2011, un seul gestionnaire pour SkyWest et Espace Saint-Quentin, le groupe Amerson, avec ce projet de carré privé Ouest qui ne verra finalement pas le jour. Ce sera donc la 4e variation pour le centre commercial, un tempo qui met du temps à se trouver. Et qu'attendent à présent les clients de ce centre commercial SkyWest? Comment voient-ils l'avenir? Comment l'imaginent-ils? Voici quelques réponses au micro de Jonathan Villeman. Des boutiques, peut-être pas de luxe, des boutiques plus abordables. Normal, comme ce qui était là, mais maintenant, je sais pas, ça reste à voir. Je sais pas ce qu'ils vont mettre, peut-être remettre déjà des restaurants. Remettre le chauffage aussi, ça serait sympa. Après, je sais pas, mettre quelque chose de bien, quoi. Mettre peut-être aussi des magasins avec plus d'activités pour les jeunes, je sais pas. Bowling, déjà, ils l'ont fermé, c'est dommage. Parce que sinon, ici, à 50 ans, on n'en avait pas d'autres. Donc, voilà. Le futur, il va être clair, c'est qu'à mon avis, il va fermer définitivement. UGC va se déplacer. Et puis, avant, il y avait un Gaumont dans l'ancien centre qui fonctionnait très bien. Et, là, l'UGC fonctionne. Virgin a fermé pour cessation de paiement. Donc, je ne sais même pas comment il fait pour survivre par rapport aux charges, par rapport aux bénéfices qui sont dégagés. Donc, à mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Donc, on va voir. Ce qui serait vraiment bien, c'est de refaire une salle avec bowling, billard, pour pouvoir s'amuser. Parce qu'en fait, le soir, ici, il n'y a rien. Les bars, ils ferment à 23h, grand maximum. Encore, c'est que le vendredi soir. Alors qu'ici, on est dans une ville étudiante. Et en fait, quand on est étudiant, on va directement à Paris parce qu'ici, il ne se passe rien. Voilà, donc il faut ouvrir des bars. À mon avis, ça va finir en bureau. Mais sinon, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Donc, à mon avis, ça va finir en bureau. Et on en revient à cette information, cette campagne des Restos du Cœur qui va donc s'ouvrir. Henri Fall, vous êtes donc en ligne avec nous, responsable communication pour les Restos du Cœur des Yvelines. Et je vous demandais tout à l'heure comment vous appréhendiez cette campagne justement qui va débuter. On s'attend probablement à toujours autant de monde, voire plus, mais il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si il y aura plus d'inscriptions ou moins d'inscriptions. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si c'est les gens qui s'inscrivent plus vite ou si il y a une augmentation. Donc il faut attendre pour avoir des résultats, disons, fin décembre, mi-janvier. Combien de repas ont été distribués dans le département l'an dernier? L'année dernière, donc c'était la campagne d'hiver, on a distribué un peu plus d'1 million de repas. Là, ce sont les préparatifs. La campagne d'hiver 2013 va s'ouvrir lundi. Comment cela se passe actuellement sur le terrain? Les bénévoles sont en train d'approvisionner les différents centres? Donc les bénévoles sont en train de recueillir les informations sur les bénéficiaires et de faire des inscriptions. Et ensuite, tout ce qui est logistique, c'est le branle-bas de combat. Donc sur l'entrepôt, on a reçu de quoi fournir les centres, nos 26 centres de distribution pour à peu près 3 semaines. Et on fonctionne en flux tendu, donc on n'a jamais plus de 15 jours, 3 semaines de stock, c'est tout. Pour terminer, on va juste rappeler que les Restos du Cœur, c'est également une association qui intervient pour l'insertion sociale, l'insertion économique des plus démunis. Absolument, on a 2 chantiers d'insertion, un à Plaisir, un à Aubergenville, où ils font de la réparation d'ordinateurs. Et on a 24 salariés par an dans chacun de ces centres où on essaye de leur remettre le pied à l'étrier. Et c'est un métier assez difficile. Merci d'avoir été en ligne avec nous alors que vous êtes en plein préparatif avec cette campagne qui va s'ouvrir lundi pour se terminer en mars, cette campagne de distribution alimentaire d'hiver. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir au cours de nos prochaines éditions. Retour à présent sur le mouvement des agriculteurs hier jeudi pour vous dire que le blocage des axes routiers qui menait à la capitale, organisé par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Île-de-France et la section régionale des jeunes agriculteurs, a provoqué la colère du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, n'entend pas revenir sur les choix pris ces derniers mois et il l'a redit hier soir encore, même si la mobilisation a été fortement suivie. Vous avez pu le suivre hier sur notre antenne, reportage en replay à consulter sur
sur notre site internet dès à présent. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, à Versailles cette semaine, alors que l'Union syndicale des magistrats dénonce son bilan qu'elle juge limité. L'échange s'est déroulé avec les conseils des prud'hommes et les juridictions sociales. Claire Cambier était sur place. La ministre de la Justice, Christine Taubira, s'est rendue aujourd'hui à la cour d'appel de Versailles. Elle y a rencontré les professionnels du secteur pour parler des juridictions du XXIe siècle. Le bâtonnier de Versailles en a profité pour lui parler de l'aide juridictionnelle. On se souvient qu'il manifestait encore au début du mois sa crainte, une baisse du budget de l'État. La garde des Sceaux a cherché à le rassurer. Pas de décision hâtive, qui serait effectivement regrettable. C'était le cas notamment lorsqu'on a imaginé baisser l'indemnité il y a quelques mois. Aujourd'hui, tout cela est mis de côté. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions discuter de l'avenir de l'aide juridictionnelle, de sa composante, des budgets, de la participation, par exemple, de budgets extérieurs à l'État. Il faut que tout ça soit discuté et je crois que ce sera fait dans l'année 2014-2015. Autre point évoqué, le fonctionnement des conseils des prud'hommes et des juridictions sociales, ainsi que la justice des mineurs. Principal problème, des délais trop longs. Il faut corriger l'accumulation de missions qui dispersent les énergies, les intelligences, le temps, les moyens. Il faut réorganiser. De même, pour les mesures immédiates, j'ai introduit dans le projet de loi d'habilitation toute une série de mesures de simplification qui vont alléger, clarifier, simplifier et donc permettre un travail plus facile. En fin d'après-midi, des manifestants contre le mariage pour tous l'attendaient, mais le passage de la garde des Sceaux, ministre la plus protégée du gouvernement, n'a pas été perturbé. Et puisque l'on parle justice, sachez qu'un jeune homme de 20 ans a été condamné à 8 mois de prison ferme hier jeudi au tribunal de Versailles. Il lui est reproché des violences envers les forces de l'ordre lors des émeutes à Trappes en juillet. Des émeutes consécutives, vous le savez, au contrôle d'identité par la police d'une femme portant un voile intégral. La campagne des municipales à plaisir avec une alliance entre le PS, Europe Écologie Les Verts, le MoDem et l'association citoyenne Agir pour Plaisir. Les différentes formations se sont entendues autour d'une liste commune menée par le socialiste Bernard Ansart. Le PRG et Génération Écologie soutiennent l'initiative. On retiendra que les militants plaisirois du mouvement démocrate ont donc refusé de se rapprocher de l'UDI malgré les choix au niveau national de Jean-Louis Borloo et de François Bayrou. Et nous avons vu il y a un instant les différentes formations lors d'un point presse commun, programme qui sera dévoilé par Bernard Ansart dans les prochaines semaines. De son côté, Jean-Frédéric Poisson, député de la 10e circonscription des Yvelines, a donc succédé à Christine Boutin cette semaine à la tête du Parti chrétien-démocrate, un plébiscite des militants avec plus de 75% des suffrages lors du vote interne. Jean-Frédéric Poisson, à qui nous avons demandé comment allaient évoluer au cours des prochains mois les relations avec l'UMP, le partenaire privilégié du Parti chrétien-démocrate. Nous sommes à la fois associés avec l'UMP sans être mariés, ça veut dire que nous sommes capables d'avoir beaucoup de champs de coopération, localement dans les territoires ou à l'Assemblée nationale, ou dans les chambres du Parlement, et partout, simplement, il y a des choses qui nous sont chères, auxquelles nous tenons, et effectivement, nous voulons qu'elles soient prises en compte. Donc, associés, pas mariés, ça veut dire que la majorité du temps, nous travaillons ensemble, sans toutefois être complètement liés indissolublement les uns aux autres. L'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui peut souffler, son président a obtenu du ministère une rallonge budgétaire de 4 millions d'euros, le montant du déficit actuel. Un plan de réduction des dépenses drastique va en revanche se mettre en place pour 2014. Les syndicats restent vigilants. Jean-Luc Vessière était resté silencieux ces derniers jours. Le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin est sorti de sa réserve ce mercredi pour annoncer que le ministère avait accordé une rallonge de 4 millions d'euros, le montant du déficit de l'UVSQ. J'aurais souhaité avoir un peu plus. J'ai pu obtenir donc de la souplesse qui permet à l'université d'honorer donc des factures aux petits fournisseurs, d'honorer de nouveaux engagements contractuels avec des partenaires, notamment étrangers, des partenaires de recherche, et également des engagements pour permettre de faire fonctionner les formations d'ici la fin de l'année. Une rallonge qui s'assortit d'un plan de retour à l'équilibre en 3 ans à hauteur de 7 millions d'euros. Cela va commencer dès 2014 avec une réduction de dépenses de 4 millions, dont 3 millions rien que pour la masse salariale. Il n'y a pas de licenciement, donc ça c'est un objectif pour moi important, de ne pas licencier les contractuels, de ne pas les fragiliser. Comment s'y prend-on? Donc on a du gel d'emploi. Nous avons obtenu 21 emplois dans le cadre du plan de la ministre en 2013. Nous avons publié que 6 emplois. Ensuite, donc, on restreint les recrutements. Si on ne licencie pas, par contre, on limite les recrutements. Donc on restructure au niveau des services aussi.
au niveau des services, des directions de l'université. Donc ça, c'est pas le volet formation. Il va donc falloir se serrer la ceinture. Les masters ne seraient pas concernés. Certains parcours dans les licences seraient, eux, restreints. Mais d'où vient ce déficit? Le syndicat SNESUP dénonce les partenariats publics-privés trop coûteux pour l'université, signés notamment pour la construction de l'UFR des sciences à Montigny. Le syndicat demande une commission d'enquête pour réétudier ces contrats. La prochaine étape, c'est le vote du budget 2014, début décembre. Les syndicats, justement, leur réaction, celle de Jérôme Dovio déjà. Il est membre du SNESUP. Sur ce plateau en début de semaine, il nous expliquait que les difficultés de fonctionnement se faisaient déjà ressentir sur le terrain depuis plusieurs mois. La situation, la difficulté, elles se font déjà sentir depuis plusieurs mois. Il faut être clair. Ça se traduit comment? Tout simplement, 70% des postes qui devaient être ouverts en 2013 ont été gelés, donc supprimés. 500 000 € a été demandé d'économie aux UFR, des formations et de recherche. Donc, de facto, nous avons déjà soit fermé des travaux des TD, soit il y a des filières qui sont déjà en difficulté. L'UVSQ avait été reconnue comme étant une fac, je dirais, à la pointe sur le plan réussite licence. Moi, je dirige un département dans l'UFR de sciences sociales. C'est clair, je n'ai pas ouvert de tutorat cette année depuis la rentrée. Une université en faillite, c'est possible? Alors c'est vrai que formellement, l'université est autonome. Si elle ne peut plus payer, elle ne peut plus payer. Pour autant, et c'est bien ça le jeu de dupes des responsabilités et compétences élargies, c'est le ministère qui nous finance. Ça a été un leurre de croire qu'en montant des fondations et tout un tas d'opérations de communication, nous allions ramener des nouvelles sources de financement. Non. Je reçois deux invités à présent pour la suite du 7-8, l'actu de cette édition, Alain Serre et Esaü. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Alain Serre, auteur et fondateur de Rue du Monde, maison d'édition jeunesse basée à Voisins-le-Bretonneux depuis 1996. La devise de cette maison d'édition, les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres. Esaü, illustrateur, vous travaillez régulièrement avec la maison d'édition Rue du Monde. Vous avez réalisé une trentaine de livres pour Rue du Monde. Grand prix de l'illustration en 2011, également pour Mandela, l'Africain multicolore. Je vais vous emprunter l'ouvrage parce que je sais que vous êtes venu avec, pour pouvoir comme ça le présenter à la caméra, cet ouvrage. Vous avez eu donc le Grand Prix de l'illustration en 2011 pour ce livre. On va parler de l'actualité de la maison Rue du Monde. Et puis tout d'abord, ce festival du livre jeunesse et de la presse jeunesse 2013 qui va s'ouvrir à Montreuil le 27 novembre prochain avec vos auteurs, vos illustrateurs qui seront présents. Ce salon pour votre maison d'édition, c'est un moment privilégié, particulier pour exister au milieu de toutes les autres maisons, et elles sont nombreuses d'édition. Ah oui, c'est une grosse manifestation. On est à travers le pays dans de très nombreux salons du livre, présents toute l'année. Mais là, c'est vrai, c'est le point d'orgue, 150 000, 200 000 visiteurs. Et notre petite maison donne, je dirais, tout l'écho de ce qu'elle est dans cette manifestation. Et là, on se régale à rencontrer des milliers d'enfants, de passionnés, de parents. Il y a beaucoup d'amateurs de livres jeunesse. Beaucoup de professionnels, bien sûr, enseignants, bibliothécaires qui viennent des quatre coins du pays. Et Montreuil devient à ce moment-là la capitale du livre jeunesse. Donc, on y a toute notre place, oui. Et vous allez présenter forcément vos nouveautés. On va en évoquer quelques-unes dans un instant. Déjà, on précise aussi que vous serez présent sur plusieurs débats lors du salon avec des thématiques comme comment transmettre la poésie. Peut-on repenser le monde avec les enfants? Qu'est-ce qui donne des ailes aux images, des albums également? Alors justement, vous avez vu, je vais vous poser la question. Comment donne-t-on des ailes aux images? Comment vous faites lorsque vous travaillez en tant qu'illustrateur pour capter l'attention des enfants? Je pense que je travaille surtout pour moi au départ, parce que je pense qu'un livre de jeunesse, il faut qu'il plaise avant tout l'illustrateur, que ce soit moi qui soit le juge, le créateur de ça. Et après, je vérifie qu'il plaît aux enfants. Je fais souvent des rencontres de classe et ça, et j'aime bien vérifier ce phénomène, que ça marche avec eux. Mais j'ai pas en face de moi une cible quand je fais le dessin. Je les vois pas avec des ailes en face, mais moi j'ai besoin d'avoir des ailes pour le faire. Et on aperçoit le livre que vous venez d'illustrer. C'est l'une des nouveautés de Rue du Monde en cette fin d'année. On va voir quelques images aussi à l'écran des illustrations que vous avez signées. Le texte est d'Alain Serre. C'est un livre, cette histoire d'un enfant qui a tout oublié, qui va voyager au cœur de ce qui fonde notre humanité. C'est de cette façon que l'enfant qui savait lire les animaux est présenté. Vous pouvez nous en dire plus, Alain Serre? Mais disons que je me suis laissé porter par le travail de Esaü. C'est un livre qui a une drôle d'histoire. D'habitude, c'est le texte qui préexiste et l'illustrateur qui travaille à partir du texte. Là, on a connu avec Esaü, parce que nous sommes deux aventuriers depuis longue date de ce genre de
de découverte et de pratique. Et voilà, je me suis laissé porter par des centaines d'animaux qu'il avait dessinés et j'ai fait émerger une histoire. Et j'ai senti que cette histoire-là devait naître. Et j'ai écrit donc l'histoire d'un enfant qui va découvrir qui il est, son humanité, qu'il est un humain différent des animaux à travers son regard sur le monde animal. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la nature, du monde animal. Et j'avais envie de dire aux enfants et aux adultes qui aimeront ce livre aussi, voilà, on peut apprendre la patience, l'observation, l'obstination, on peut apprendre à se dissimuler, on peut apprendre aussi à être plus fort que ce qu'on est d'habitude, se dépasser. Tout cela, le personnage le vit d'image en image, de rencontre animale en rencontre animale, pour devenir en fin de compte l'humain qui va être plus tard. Donc une très forte aventure. Un vrai bonheur que d'imaginer passage à cela. l'adolescence, la reconstruction aussi. Oui, il y a beaucoup de symboles dans ce livre, sa propre liberté, comment on se construit jamais seul, toujours avec les autres, en l'occurrence le monde naturel ici, et comment effectivement on passe des étapes, comment la vie nous propose des épreuves qu'il faut affronter pour devenir soi-même. Je pense que c'est un livre qui donne des ailes justement pour oser grandir, puis pour aimer les belles choses aussi. Et ça c'est très important pour nous à l'heure un petit peu et du fast-food et du acheter-jeter dans la consommation, que les enfants possèdent un petit trésor de papier, un petit chef-d'œuvre graphique, comme ça me semble important. Ils ont besoin de repères clairs aussi, dans le bon goût, je dirais. Et vous avez travaillé pour écrire cette histoire, vous l'avez dit, à partir des illustrations directement, travail un petit peu particulier. On va s'intéresser justement à ces illustrations qu'on aperçoit depuis tout à l'heure à l'antenne. Vous êtes allé dans les parcs animaliers pour les croquer. Oui, entre autres. J'avais gardé toute une série de croquis, de dessins que j'avais fait au Kenya il y a déjà un bon bail, une bonne vingtaine d'années quand même, parce que j'ai été me promener dans les parcs là-bas. Donc j'avais pas mal dessiné pendant et après. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pas tout. Et comme j'aime pas beaucoup travailler d'après des photos, ça me fait un effet ça s'arrête là la photo, quoi. Je sais pas ce qu'il y a à côté. Et j'aime bien aller voir les vrais animaux en soi. Donc j'ai été à Beauval, entre autres, qui est un très beau zoo où il y a justement un panda là, et les autres. Mais j'ai pu redessiner tous ceux qui me manquaient, quoi, tous ceux que j'avais pas en réserve dans ma boîte mentale. Là. Mais vous travaillez différemment à chaque fois en fonction des ouvrages. Vous avez des techniques différentes aussi. Oui, d'ailleurs, vous avez déjà travaillé ensemble, je le reprécise aussi, avec Alain Serre sur une cuisine grande comme le monde. Ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une écriture qui soit propre à ce livre-là, spécialement. Quand on va Mandela, celui-là, il n'y a aucun rapport d'écriture. Et je trouve ça intéressant de lui donner l'identité comme ça. Et je pense que je ne sais pas si je vais arriver à trouver autre chose pour le prochain. Ça reste toujours une question, mais ça dépend tellement du thème qu'il n'y a pas une préméditation là-dessus. Voilà. Premier titre en 1967 publié, à 24 ans. Comment on entretient cet amour du dessin ? En menant une vie de dessin, c'est-à-dire que j'ai travaillé toute ma vie dans le dessin, pendant une bonne vingtaine d'années dans la pub, au travers des refs, j'ai fait des milliers de dessins, ce qui m'a libéré de la feuille blanche. Feuille blanche, il peut aller au panier assez facilement, c'est pas le problème. Mais d'en faire comme ça des stocks, ça m'a permis d'avoir une perception de ce qui bouge, de ce qui est rapide, de ce qui est un événement. Après, je me suis posé la question, est-ce que c'est plus intéressant de travailler plus lentement ? Et non, en fait, je préfère faire plusieurs fois le même dessin et choisir celui que je préfère. C'est-à-dire que la vitesse, je me suis dit, finalement, c'est pas un handicap, c'est plutôt un avantage. Ça me permet de voir plusieurs fois la même chose, de le dessiner, recommencer, machin. Puis après, je choisis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Voilà. L'enfant qui savait lire les animaux à partir de 7 ans avec vos illustrations. Il nous reste assez peu de temps pour cet entretien, le temps passe très vite. J'aimerais tout de même qu'on aborde l'autre actualité de la maison d'édition. C'est la publication de cet ouvrage aussi. Et avec Tango, nous voilà 3. Pourquoi cet ouvrage ? Parce qu'il fait écho à un débat de société. Ce sont 2 manchots, de mâles, qui finalement voient la naissance d'un œuf, d'un bébé manchot. Et qui vont élever ce petit manchot, voilà. Et donc, c'est une histoire vraie qui a eu lieu dans un zoo, au zoo de New York. Et voilà, c'est un livre qui est sorti aux États-Unis il y a quelques années. Et voilà, nous avons souhaité, nous, le publier, pas pour dire aux enfants qu'il nous faut vivre comme cela. Il serait bien stupide de s'inspirer du monde animal. Mais pour nous donner à penser, dans ces débats qui ont eu lieu cette année. Posons-nous un petit peu en famille, pourquoi pas, autour de ce livre
livre-là et réfléchissons un peu à ce qu'est la vie. Voilà. C'est la vocation du livre jeunesse. C'est en tout cas la vocation que vous lui prêtez et celle que Exactement, vous voulez imposer. voilà. Le livre jeunesse doit permettre d'apprendre, d'évoluer. Il y a eu une dans la époque où le livre jeunesse mettait un peu les enfants à l'abri du monde. Et nous, on se bat pour un livre jeunesse qui permet de s'interroger sur le monde en famille. Et les enfants ont besoin de se construire des repères. C'est mieux de le faire en discutant ensemble que d'asseoir les enfants devant la télévision, excusez-moi. Hein. Mais c'est bien de faire avec eux et échanger autour d'un livre. Et je crois qu'il n'y a rien de meilleur pour bien grandir. C'est une approche que vous partagez ? Oui, tout à fait. Parce que moi, je pense que le livre de jeunesse est un lien aussi avec les adultes, entre les enfants et les adultes, que ce soit des instituts ou des parents, des adultes en tout cas. Hein. Je vois très bien que quand je dédicace des bouquins, que c'est souvent les adultes qui achètent le livre, hein, parce qu'ils l'aiment eux, et je pense qu'eux, ils vont le faire passer à l'enfant. Ils transmettent ensuite. C'est pas un objet de consommation, ils vont pas lui dire va dans ta chambre lire tranquillement. Hein. Ils vont le lire avec lui. Quoi. Et je reprécise aussi la sortie de cet autre ouvrage, on n'aura pas le temps de développer plus, mais je vous le recommande aussi. Et si on redessinait le monde, ce sont de très belles illustrations peintes sur des planisphères par Nathalie Novi avec des textes de Daniel Picouli. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau, c'est toujours trop court lorsqu'on parle de vos ouvrages à chaque fois. Merci encore, on vous a sans doute donné quelques idées pour les Pères Noël qui nous écoutent. N'oubliez pas aussi le Salon du Livre pour rencontrer à Montreuil les auteurs, les illustrateurs de cette maison d'édition. Le journal revient lundi, on est très pris par le temps. Si vous nous suivez en direct, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Week-end des Catherine Gelato pour vos sorties.